Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le 5e épisode de la série Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant. Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Aujourd'hui, dans cet épisode, qui nous permet de suivre les entrepreneurs interviewés au cours des 4 premiers épisodes, nous allons entendre Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania, Marie-Claude Gervais, directrice de contenu, conception et chargée de projet numérique chez Iluxi, Simon Saint-Germain, directeur communication et marketing chez Pixmob. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les 4 premiers épisodes de la série qui vous permettront de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania. Bonjour Philippe, on se retrouve pour la 3e et dernière session d'enregistrement pour cette série. Bonjour Aurélia. Tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois? Depuis, on va dire je pense que c'était il y a 3 semaines. Ouais, ben écoute, c'est un peu, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Écoute, mon humeur est changeante. J'ai parfois des moments de découragement. Je me mets à broyer du noir. Mais là, cette semaine, on a eu quelques bonnes nouvelles. Il y a eu des ventes qui se sont conclues. Donc, quelques signes encourageants, mais un peu comme tout en ce moment, je peux pas me réjouir trop vite parce que j'ai aucune idée de ce que l'avenir nous réserve en ce moment. Puis en plus, j'ai le sentiment un peu que le confinement, c'est un peu le préambule, on est sur pause, il y a une espèce de côté un peu mystérieux à voir la ville en silence comme ça, mais là, mon interrogation, c'est vraiment sur la perspective économique, là. Ça va ressembler à quoi la société une fois qu'on devrait être en espèce de semi-confinement avec la peur du virus, avec l'économie qui est un peu détruite, avec tout ce qui est événementiel ou qui roule plus. C'est certain que ça va faire d'énormes trous dans l'économie de la société. J'ai des amis qui travaillent au Cirque du Soleil ou à des endroits comme ça qui ont perdu leur boulot. Bref, j'ai un peu d'espoir cette semaine parce qu'on a conclu des ventes, mais en même temps, ma perspective du futur est assez floue. Et c'est ça que je trouve dur, moi, comme chef d'entreprise ou comme entrepreneur, mon truc, moi, c'est de regarder le futur, c'est d'essayer d'imaginer où on va être dans 3 ans. Et puis en ce moment, j'ai de la difficulté à dire ce qui va se passer d'ici 3 jours. Donc, je navigue à vue. Et j'aime pas naviguer à vue. Oui, c'est ça, c'est très changeant. Alors, c'est difficile de se faire une idée de ce qui va se passer. Et puis même, comme tu dis, après le déconfinement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En fait, ça va pas revenir à la vie normale. Donc, va falloir voir C'est comment ça ça. va se passer. Et l'économie va être mal en point. Là, j'ai vu l'annonce hier du gouvernement, pas du gouvernement, mais des journaux, comme quoi le gouvernement Trudeau allait avoir un déficit de 252 ou 254 milliards, alors qu'on capotait quand il annonçait un déficit de 18 ou de 24 millions. Là, à 250, je sais plus comment on appelle ça. Là. Ça semble être un chiffre abstrait, mais c'est un montant d'argent que les citoyens vont devoir payer. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Et Pas évident. en ce qui concerne donc le travail en équipe, donc vous êtes toujours en télétravail, j'imagine. Et est-ce que vous avez trouvé une stabilité? Est-ce que tu trouves que ça fonctionne bien à distance? Comment ça se passe? Bah oui, ça fonctionne bien. On se fait nos petits points du matin chaque jour. On collabore, mais c'est certain qu'il y a des gens, avec qui j'ai pas affaire de façon directe, que j'ai pas vu ou que j'ai vu quand on fait des apéros virtuels, mais de façon très brève. C'est certain que l'espèce de vie communautaire d'une entreprise me manque. En même temps, comme on est 5-6 au bureau, on a fait ça, c'est devenu comme un petit noyau. C'est un peu comme quand j'avais parti le magazine à l'époque, j'ai un petit sentiment d'être comme une bande de colocs en train de faire un projet ensemble. Mais je t'avoue que j'ai quand même hâte qu'il y ait une reprise de la vie sociale. Là. Ça commence à être pesant. Et puis en Oui. plus, j'ai les enfants à la maison, moi, qui sont avec ma femme qui travaille elle aussi. Et puis là, les enfants, ils sont scotchés devant les écrans. C'est parce que c'est leur façon de socialiser, mais là, j'en ai marre. Il faut qu'on reprenne un semblant de vie. Là, c'est un peu étouffant tout ça.
Oui, en plus avec, aussi le temps extérieur qui change, tout ça, ça nous donne envie de laisser tomber un peu le déconfinement, même toute la discipline qu'on avait eue jusqu'à maintenant, on a tendance à un petit peu, On a vu le à relâchement. Dès qu'il fait un peu ouais. beau, les gens s'en donnent à cœur joie. Là. C'est vraiment pas. Je sais pas comment le gouvernement va faire pour faire tenir ça. Puis hier, écoute, je sais pas, je pensais à ça aussi quand il va y avoir des grandes chaleurs, des canicules cet été. Essayer de faire rester les gens chez eux, ça va être, ça va être vraiment difficile. Non, non, je pense que je sais pas, on réalise pas l'ampleur que tout ça va avoir, mais on s'aperçoit que ça va être pire que ce qu'on pensait. Les 2 premières fois où on avait parlé du fait que vous ayez mis au cœur la vidéo, et la Ouais, dernière fois, tu disais que ça avait augmenté de 65 la visibilité, du contenu Urbania. ouais. Heu, est-ce que qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez continué dans ce sens-là? Est-ce que Ben, c'est certain que là, ben, le but aussi, quand on a vraiment fait on est allé en vidéo, puis on mettait de la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est une façon d'augmenter la portée. Mais là, c'est certain que comme on a des campagnes qui rentrent, tout ça, pour rééquilibrer, on peut pas seulement être enfin faire du contenu gratuit sur Facebook, là, qui était un peu mmh, la stratégie au début, comme on avait presque plus de campagnes de pub qui roulaient, tout ça, on se foutait de faire venir les gens sur notre site, tout ce qu'on voulait, c'est du reach. Là, disons qu'on rééquilibre les choses, on essaie de faire, on fait venir des gens sur notre site pour justement quand il y a des campagnes, il faut quand même qu'on monétise un peu. Mais c'est certain que dans la façon de travailler, ça va. Je pense que d'avoir fait ce pivot-là avec vraiment une équipe vidéo, ça nous a montré qu'on est capable de travailler vite parce que sans une espèce de pression comme il y a eu, donc ce changement-là, il aurait pris beaucoup de temps à faire ou ça aurait été très compliqué, où il y avait toujours des raisons. Mais c'est certain qu'en ce moment, on dirait que j'ai le sentiment que le fait d'avoir fait ce changement-là, puis aussi d'avoir fait des reportages un peu justement qui parlaient de la COVID, mais d'une façon un peu humaine, avec des personnages qui vivaient les choses de façon un peu différente, ben ça fait en sorte que les annonceurs qu'on est allé chercher justement cette semaine, ben ont vu qu'on est pertinent dans tout ça. Oui, on n'est pas Radio-Canada, on n'est pas Le Devoir, on n'est pas la presse, mais on a quand même joué un rôle. On n'était pas un site de lifestyle avec des trucs un peu, des sujets légers. On a quand même traité de ce qui se passait de façon intelligente, sérieuse, humaine. Et là, je crois que cette décision-là, comme conséquence justement que les deals qu'on signe en ce moment, c'est en partie grâce à tous les efforts qu'on a fait en contenu ces dernières semaines. Donc, je peux pas te faire un lien de causalité direct, mais à mon avis, on a quand même assez bien joué nos cartes dans les circonstances. puis, vous aviez aussi parlé de favoriser la publicité aux acteurs, québécois, aux entreprises locales. Ben Ça aussi, est-ce que absolument. Mais c'est drôle. Puis il y a aussi de l'entraide entre entreprises. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Dominique Gagnon, qui est le président de Connect Go. Connect Go, c'est une compagnie qui fait justement de la technologie RFID dans les grands événements. Ils font les Jeux olympiques, ils font des stations de ski, tout ça. Puis eux, toutes leurs activités se sont cessées en 2 semaines. Et lui, justement, avait à sa disposition, il y avait des camions de livraison, des équipes de téléphonistes pour prendre des réservations, tout ça. Et il s'est associé avec une compagnie qui s'appelle Bigarade, qui est une fille qui est une designer qui fait de la couture de literie, qui s'est recyclée dans les masques. Et là, Dominique a mis toutes ses infrastructures et son staff au service de Bigarade, donc il est devenu investisseur dans la compagnie. Puis là, il m'a contacté, puis il m'a dit est-ce qu'on pourrait faire une campagne en vidéo avec Urbania. Et là, tu sais, justement, là, j'ai fait un truc assez pas trop cher, une super belle, beau petit portrait vidéo de Bigarade avec une publication qui a fait en sorte que justement ça a été très partagé, ça a été vu cette vidéo-là pour l'aider à vendre plus de masques. Donc oui, il y a un espèce de sentiment d'entraide entre entrepreneurs, puis moi c'est certain qu'un projet comme ça où justement tu aides une entrepreneur qui s'est retournée tout d'un coup à essayer de transformer son entreprise pour survivre, ben moi mmh. ça me fait plaisir de faire des campagnes comme ça. Là. Ensuite, si McDo nous approche pour faire une campagne, je dirais pas non parce qu'il faut payer le loyer puis le staff. Mais je t'avoue que en ce moment, vraiment essayer de s'aider entre entrepreneurs locaux et tout ça, c'est vraiment c'est ce qu'il faut. Là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va rebâtir l'économie d'une façon un peu plus durable que c'est de seulement prendre l'argent de peu importe qui vient nous porter. Là. Marie-Claude Gervais de Iluxi. Bonjour Marie-Claude. On se Bonjour. retrouve, pour la troisième et dernière, fois, dans ce cadre-là. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, ça va très bien. Les choses avancent. On est comme on appelle ça entre guillemets le nouveau normal. On a pris un rythme de croisière
Et chez Luxi, l'entreprise fait un pivot assez important de son offre. J'en avais un peu parlé dans le dernier podcast, mais au cas où les gens n'auraient pas écouté, avant, on faisait des formations en ligne sous la forme de jeux sérieux. Donc, vous êtes le personnage principal. Et derrière ça, il y a une plateforme technologique. Donc, le pivot que Elixir a fait, c'est de délaisser, pas délaisser, mais de mettre vraiment l'emphase sur sa plateforme technologique et de mettre en second plan la formation et en mettant l'emphase sur la plateforme technologique qui a beaucoup, beaucoup de qualité, elle est offerte maintenant aux gens qui veulent diffuser leur contenu en ligne. Donc, les gens qui avant offraient des services, maintenant peuvent créer un produit et le diffuser à travers notre plateforme ils peuvent héberger leur contenu, le diffuser. On peut maintenant leur offrir du marketing numérique, d'automatiser leur vente et de commercialiser leurs produits s'ils ont des choses à vendre. Exemple, je donne un exemple anodin, là, mais un livre ou des packages vidéo ou des packages de coaching ou d'autres types de produits comme ça que les gens aimeraient commercialiser, mettre de l'avant. Alors maintenant, c'est moins nous qui mettons nos formations de l'avant, mais plutôt on met la plateforme de l'avant. Et on offre, comme on vient de différentes sphères, il y a des gens dans l'équipe qui sont des spécialistes marketing numérique. Ils offrent leur soutien à travers les différents forfaits là, qu'on a développés. Moi qui viens de la production vidéo et de la création vidéo, je peux offrir mon support, mon coaching, mon expertise en production de contenu vidéo ou interactif. Donc, ça crée un pivot qui est très, très, qui est très le fun, qui est très positif. Puis en ce moment, il y a 2 offres d'emploi qui tournent. On va engager une personne supplémentaire au marketing numérique et il va y avoir aussi l'embauche d'un 3e développeur. Donc, ça prend quand même une tournure très positive et tout le monde est super occupé à mettre ça en place. Et voilà, donc, bien, au niveau de l'équipe, ce qu'on a fait aussi, il y a Philippe, un des associés, qui est un fou de sport et d'entraînement de course. Et avant, on avait des entraînements au bureau qui étaient du team building, de se retrouver ensemble en dehors de nos tâches de travail. Eh bien, les entraînements sont revenus. Les associés ont dit, OK, on remet en place les entraînements, on les fait virtuellement. Donc, le coach nous donne rendez-vous une fois par semaine en ligne et puis on a notre entraînement d'1 heure et on a invité un paquet de monde à se joindre à nous. Nos amis, nos conjoints, des gens de d'autres entreprises, des clients, à se joindre à nous pour cet entraînement-là, histoire de briser aussi l'isolement, puis de créer un petit moment là, agréable, puis rigolo aussi, on s'amuse toujours beaucoup. Donc, oui, ça va assez bien finalement, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Oui, vous avez trouvé une sorte d'équilibre, en fait. Oui, oui, un équilibre qui est bénéfique pour toute l'équipe, je pense. C'est sûr que l'isolement, ça pèse. Ça pèse tout le monde un peu. On a tous hâte de se retrouver. Tout le monde a hâte aussi de retrouver sa famille, ses amis et tout ça. Mais l'isolement, le confinement en général, je pense que surtout que le printemps se pointe et le beau temps est de plus en plus présent, donc c'est difficile. Mais cette situation qui, il y a quelques semaines, il y a 6 semaines exactement, était comme une catastrophe. Ça donnait quelque chose de très positif. Et finalement, puis aussi, ça a permis à Geneviève, qui est la présidente de l'entreprise. Geneviève, elle fait partie d'un accélérateur qui s'appelle Women in Cloud. C'est pour les femmes qui ont des entreprises dans le cloud.
Et il y avait un pitch challenge qui devait avoir lieu à Seattle. Puis elle a dit, ben je peux pas y aller parce que mon emploi du temps me permet pas. Puis le budget que ça demande pour aller là-bas ne me permet pas. Puis le temps que je dois allouer à cette visite-là à Seattle, ben je peux pas y aller. Mais finalement, le côté positif de la situation actuelle de la COVID, c'est que le pitch de Women in Cloud a été finalement annoncé partout dans le monde. Ils ont dit, présentez votre candidature, il va y avoir 11 finalistes et c'est devenu mondial. Et ça sera en ligne. Alors, Geneviève a été choisie parmi les 11 finalistes. Vraiment, on était tous très, très, très fiers d'elle. Et tantôt, on est le 1er mai. On est le 1er mai et il y a eu le pitch challenge. Bon, Geneviève a pas gagné, mais c'était vraiment excitant de l'avoir en ligne avec tout le monde et présenter sa toute nouvelle offre de service, le pivot que ça a pris, parce qu'elle fait partie de cet accélérateur-là, depuis plusieurs mois. Donc, les gens l'ont connue avec Eluxi, formation en ligne. Et là, il la retrouve dans ce pitch-là avec une nouvelle offre de service et cette chance qu'elle a eue de participer à ce pitch challenge du Women in Cloud Innovator. Donc, c'était vraiment c'est comme une situation qui était un peu dramatique au départ est devenue quelque chose d'assez positif pour bien des gens qui n'auraient pas pu participer à ce pitch challenge qui était à Seattle. Et c'est bon aussi de voir des femmes qui vont pitcher leurs projets, déjà dans le monde normal, on va dire avant la Covid, on n'en voyait pas assez, mais là, c'est aussi l'occasion d'en voir plus donc Oui, ouais, non, c'est une belle occasion d'en voir plus. Il y avait moi j'ai assisté, j'ai écouté, j'étais présente virtuellement et la plateforme qui présentait sur laquelle avait lieu l'événement, c'était intéressant. Et c'était très, très intéressant de voir toutes ces femmes avec leurs différentes entreprises, avec différentes missions, tous très animées de leur mission et de ce qu'elles veulent mettre de l'avant. Il y en a qui c'est déjà de l'avant, elles vont pour aller développer, avoir du financement et tout ça pour aller propulser ça plus loin. Donc, c'était très, très intéressant. Je trouve que c'est très inspirant de voir toutes ces femmes qui vraiment sont des entrepreneurs très inspirés. Simon Saint-Germain, de chez Pixmob. Bonjour Simon, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. Donc, on fait toujours face à l'inconnu quand même, un inconnu qui commence à se clarifier un petit peu là, avec les plans de déconfinement. Mais même devant l'inconnu, ça va quand même bien. Et est-ce que justement, vous avez des pistes? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez retourner au travail, enfin au bureau en tout Pas cas? encore. Pour l'instant, on va vraiment respecter les consignes du gouvernement. Donc, nous, la majorité des gens travaillent de la maison, donc travaillent à distance. Et on va on va respecter ça aussi longtemps que le gouvernement le demande. Et reste que l'espace au bureau, si on veut respecter un 2 mètres de distance, etc., ben là, on est quand même limité. Mais on va respecter les consignes du gouvernement. Là, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va retourner au bureau. Oui, parce que vous avez une activité qui peut continuer en télétravail pour l'instant aussi, c'est pour ça, j'imagine? Oui, exactement. Il y a à peu près, je sais pas c'est quel pourcentage de l'entreprise, mais je dirais peut-être un 70 à 80% là, qui peut se faire en télétravail sans problème. Je pense par exemple à marketing, vente, comptabilité, bon, etc., etc. Tout peut se faire en télétravail. Les gens qui ont besoin de rentrer au bureau sont pas mal déjà au bureau. Donc, c'est eux qui font des visières, par exemple, en ce moment, ou qui préparent le matériel là, qui va être envoyé, que ce soit des visières, des masques ou même des bracelets avec la nouvelle technologie. Donc, ceux qui ont à être au bureau le sont déjà. Sinon, les autres, je pense qu'on va continuer d'être à la maison, j'imagine, le plus longtemps possible. Justement, la dernière fois, quand on s'est parlé, je pense que c'était il y a à peu près 4 semaines, 3-4 semaines, vous évoquiez la possibilité de fabrication de masques N95. Est-ce que vous avez pu aboutir à quelque chose ou... Non, des N95, c'est pas possible d'en fabriquer parce qu'il faut avoir le matériel de 3M qui détient le patent, là,
le brevet sur la technologie. Les Chinois fabriquent des NK95, je me souviens bien, qui est la technologie chinoise. Nous, on regardait pour mettre la main sur des masques chirurgicaux, ce qui a été fait. Donc, on en a une partie qui a été livrée au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, c'est-à-dire 500 000 masques ont été livrés au CIUS de l'Ouest la semaine dernière. Et cette semaine, on a lancé une plateforme de e-commerce en ligne pour que les gens, dans le processus de réouverture, puissent aussi en acheter. Donc, on a un stock de masques qui sont disponibles et un stock de visières aussi qui sont disponibles sur le site web. Et ça, c'est accessible au grand public, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur pixmom.com/COVID-19, vous allez voir l'onglet pour la boutique et tout est disponible là. Et justement, je me demandais toutes les activités que vous aviez mises en place pendant cette période de Covid. Est-ce que vous allez les maintenir? Parce que du coup, vous avez dû vous réinventer en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ben, ce qu'on est en train de regarder, c'est d'identifier un modèle qui est plus viable à long terme. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel de protection, donc les masques, les visières, comme on peut le voir, il y a une nouvelle entreprise qui se lance là-dedans à peu près à toutes les semaines et on voit de nouvelles entreprises qui le font. Donc, ce qu'on voit, c'est que la demande suivra peut-être pas nécessairement l'offre et le système que j'appellerais traditionnel qui fournit les hôpitaux et tout le système de santé, ce système-là est en train de se rattraper et de se mettre à la vitesse COVID-19, je dirais. Donc, l'offre est en train de rattraper la demande en tant que telle. Donc, nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est potentiellement peut-être pas se retirer complètement, mais de diminuer nos efforts par rapport en matériel de protection et vraiment se concentrer sur notre technologie, donc sur ce qu'on est à la base, c'est-à-dire une compagnie technologique. Donc, on a 2 produits technologiques dans le marché en ce moment pour répondre, entre autres, à la COVID-19. Un premier qu'on appelle Blue Trace, qui permet de faire du contact tracing, donc d'identifier si quelqu'un dans une entreprise, dans une manufacture, dans un entrepôt, peu importe, si une personne est diagnostiquée positif COVID-19, on est capable de faire un suivi de où est-ce que la personne a été dans les locaux et elle a été en contact avec quelle personne. Ça fait en sorte que on évite un shutdown complet d'une usine ou de mettre complètement des employés 14 jours en congé, en confinement. On est capable d'identifier des endroits précis et des gens précis si jamais ça arrive. Et la deuxième plateforme technologique sur laquelle on travaille, c'est pour les hôpitaux temporaires, donc ce qu'on appelle en français des hôpitaux de campagne, en anglais c'est des field hospitals. Notre plateforme peut être utilisée aussi simplement que pour faire de l'appel d'infirmières. Donc, pour les patients, au lieu d'avoir le fameux bouton là, qu'on voit dans tous les films, les séries télé aussi, le bouton filaire accroché après le lit, on va avoir des bracelets qui vont être mis aux patients, pardon. Et lorsque les patients cliquent le bracelet, ça l'appelle une infirmière au bureau principal. Donc, on va essayer de se concentrer sur ces 2 technologies-là. Et ça, la plateforme justement, est-ce que c'est un lien avec la plateforme Click que vous avez initialement ou? Oui, exactement. Donc, on est parti de la plateforme Click pour développer cette technologie-là. Donc, on a effectivement une plateforme qui existe, qui est éprouvée, qui a été déployée pendant les 4 dernières années sur de multiples événements partout dans le monde, de 100 à 10 000 à 40 000 personnes dans certains événements. Donc, oui, ça fait partie de la même base technologique qui est déjà éprouvée, là. OK. Oui, parce qu'en fait, la dernière fois, vous parliez d'aller étudier un petit peu les installations temporaires aux USA qui avaient été mises en place. Oui, exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on continue de regarder. On essaie de voir aux États-Unis là, qui sont ces gens-là qui déploient ces hôpitaux-là. Parce que ce sont, encore une fois, les hôpitaux temporaires, parce que ce sont les gens en hôpitaux sont extrêmement occupés et ils n'ont pas le temps de déployer ces hôpitaux temporaires-là. Donc, ils engagent souvent des gens pour le faire et c'est par ces gens-là qu'on pense passer, là. OK. Oui, donc vous avez quand même eu des nouvelles choses depuis la dernière fois qui se sont mises en place? Oui, en fait, il y a du peaufinement. Donc, on est passé d'une dizaine de projets là, en début de crise
à 4, un petit peu plus concret, quand on a commencé à se parler, on continue de rouler à 4 et je vous dirais qu'on va essayer de peut-être finir avec notre business habituel, là, c'est-à-dire Click et Pixmob, et peut-être deux autres, appelons-les des unités d'affaires, là, ou deux autres opportunités sur lesquelles on va se concentrer. Mais oui, l'idée, c'est pas de s'éparpiller, il y a rien de pire. Et l'idée, c'est de se focaliser sur un ou deux produits le plus possible. Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania. Paradoxalement, vous aviez vendu votre premier programme à Arte en France pendant cette période. Donc, Exact. Ben, on c'est voit ça. aussi qu'il y a des choses Ben, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Il y a des opportunités qui se sont créées. Puis, justement, le programme a été reconduit par Arte pour 5 autres semaines. Donc, c'est un book club sur Internet, en direct, avec des YouTubers. Donc, oui, il y a des trucs, il y a des ventes qui se concluent pendant tout ça. Puis, on profite. Puis, on a aussi développé avec nos partenaires en France, UB Live, c'est une compagnie dans laquelle on a investi puis avec laquelle on s'associe pour développer Urbania en France. Mais eux sont spécialisés en production de live sur Internet, donc avec toutes les technologies plus légères qui existent. Et là, on a appris d'eux justement comment développer notre propre système. Donc, on offre la production de live aussi à des clients en ce moment. Et là, justement, ça fait partie des nouvelles offres de services qu'on n'avait pas avant la crise, mais qu'on a vraiment mis en branle parce qu'il y a un besoin, puis les gens ont besoin de communiquer, puis ont besoin justement de solutions à la fois techniques et créatives. Et c'est ce qu'on a développé. Donc oui, on est vraiment tous en mode essayer de trouver des solutions, des nouvelles offres de services pour être pertinents dans les circonstances. Mais il faut vraiment être agile. En ce moment, là, la qualité principale, c'est d'être capable de bouger vite, de pas voir des problèmes, mais d'essayer de voir des solutions. Mais disons que c'est épuisant soutenir ce rythme-là. Là. On peut pas être juste en mode justement réactif à la seconde près pendant des mois ou voire des années. À un moment donné, il va falloir trouver une espèce d'équilibre et une stabilité dans tout ça parce qu'effectivement, l'adrénaline, ça finit par s'épuiser. Oui, c'est sûr. Même déjà sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est dur. Alors, si ça dure plus longtemps. Ben, c'est ça, c'est un petit peu ce que au début, moi, les premiers jours, j'étais vraiment comme un marin sur le pont en train d'essayer d'affronter la tempête, mais après quelques semaines, j'avoue, j'ai des petits moments de fatigue où j'ai senti, je me dis, OK, là, mais là, il faut retrouver une espèce de mode où, justement, on gère nos énergies parce que là, ça n'a aucun sens. Mais là, on a commencé à trouver nos repères, mais je t'avoue que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien, justement, aller faire des lunchs avec des clients, avec des gens, bâtir mon réseau comme ça. Là, je suis privé d'une partie de mon arsenal en étant confiné dans un bureau avec un. Puis oui, on peut faire des appels, tout ça, mais il n'y a rien comme les appels, c'est pas. C'est un peu froid. Mais bon, regarde ça, écoute, on verra comment les choses vont se prendre, mais bon. Mais je t'avoue que c'est ça, je suis comme partagé. Il y a une partie de moi qui est enthousiaste, mais une partie de moi qui est un peu fatiguée aussi. Là. Fait que puis tout dépend presque. Quand il fait beau, je t'avoue que la partie enthousiaste prend le dessus, puis quand il fait moche, la partie déprimée ou fatiguée remonte à la surface. Donc je suis un peu comme une girouette émotive en ce moment. Ouais, mais je pense que tous les gens, enfin en tout cas moi c'est mon cas, mais je vois tous les gens qui arrivaient à rester motivés, etc. Ça commence à être plus difficile ces derniers Ben, jours. c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a beau avoir une espèce de force de caractère puis se convaincre que tout va bien aller. À un moment donné, le vernis craque. Et justement, quelle est la première chose que tu vas faire quand tu seras plus en confinement, quand tu pourras aller à l'extérieur, dans la rue, etc.? Ah, ben c'est certain que d'aller faire du sport avec d'autres personnes, jouer au tennis ou tu sais, aller vraiment faire du sport à plusieurs, faire la fête, faire des barbecues, voir les voisins, tu sais, ça me manque. Tu sais, je t'avoue, au moins nous on a la chance, comme on est au bureau en petit groupe, on a la chance d'avoir un minimum de vie sociale. Puis le jeudi soir, je t'avoue qu'on se fait un petit apéro de groupe là, puis ça nous donne un semblant de vie en société. Mais c'est pas c'est comme si on se trempait l'orteil là, c'est pas the real deal. Donc non, c'est sûr que moi j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des soupers entre amis puis de se voir puis de picoler autrement que devant un écran là. Et comment tu vois le retour au bureau? Qu'est-ce qui va changer selon toi, j'imagine ça va être au mois de juin sûrement ou?
début juin, Ouais, fin mai? ben, ça va être graduel. C'est certain que là, avec la fermeture des écoles, il y a beaucoup de gestion. Donc, tous les employés qui ont des enfants, tout ça, c'est donc eux, il va falloir qu'on soit conciliant. Ensuite, ça va être ça va être stratégique en fonction de qui a besoin d'être physiquement ou à qui la présence physique bénéficie dans le travail. Donc, c'est certain que les équipes de contenu qui doivent collaborer au quotidien, puis ça va sûrement être les premiers à revenir. Ensuite, ça va être une espèce de mélange de besoins d'entreprise puis de disponibilité des gens en fonction de leur famille puis de leur situation. Mais honnêtement, une grande partie de nos activités, c'est aussi les tournages. Donc là, nous, on est tributaires un peu des décisions du gouvernement pour pouvoir tourner. Il n'y a rien qui a été décidé en ce sens. Donc, pour le moment aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos activités de production de télé. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'inconnus encore dans tout ça. Là. Mais je t'avoue que la stratégie de déconfinement puis de retour au bureau, on a commencé justement avec chacun des directeurs de l'entreprise que eux sondent avec leurs équipes qui est disponible, qui veut revenir travailler, puis qui a besoin de revenir travailler. Donc, au bureau. Donc, le plan n'est pas entièrement élaboré, mais on a commencé à y réfléchir puis à mettre en place justement des procédures. Quelles nouvelles habitudes t'as pris pendant le confinement que tu souhaites garder par la suite? Qu'elles soient, professionnelles, personnelles, de ton hygiène de vie, je sais pas, tout ce que tu peux, Ben, j'ai plein dire. d'amis à qui je parle beaucoup plus qu'avant, avec des gens, justement, des gens avec qui je parlais une fois, 2 semaines, 3 semaines, que maintenant je leur parle plusieurs fois par semaine, je prends des nouvelles. Ben, c'est certain que cette partie-là, d'avoir des contacts plus fréquents avec mes amis, justement, comme ça. Mais en toute sincérité, je pense que j'ai plus d'habitudes desquelles me départir, que j'ai prises, comme la sédentarité, boire beaucoup d'alcool chaque semaine, manger plus gras, plus sucré. Honnêtement, je pense que le retour à la normale, oui, il y a des bonnes habitudes, puis l'achat local et tout ça, toutes les belles vertus dont on se drape en ce moment. Mais moi, c'est vraiment l'activité physique, c'est bouger, c'est sortir, j'ai besoin d'oxygène. Fait que moi, j'ai plus l'impression que mon déconfinement va être bénéfique à ma santé mentale et physique. Ouais, j'imagine. Marie-Claude Gervais de Iluxi. La dernière fois, on avait parlé aussi, du fait que vous preniez cette période-là pour réfléchir, à l'après et aussi pour réfléchir, faire le point sur vos forces. Mhm. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez retiré des choses? Pour sur mes forces personnelles, Beh, la dernière fois, vous avez parlé, oui, de travailler sur vos forces. Je pense que ouais. c'est au niveau Mais professionnel. on avait parlé de travailler sur les forces des employés chez Eluxi, de ce que Eluxi avait de plus fort. Donc, ce qui est Mmh. ressorti, c'était la plateforme technologique et les gens aussi qui sont autour. Donc, voilà. Mais moi, personnellement, comme moi, j'étais plus à la conception des formations en ligne et que c'est moins ça qui est mis de l'avant. Moi, mes forces, c'est surtout ma capacité à accompagner les gens, à accompagner les clients dans l'atteinte de leur objectif. Donc, je fais un pivot, moi aussi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est, aussi une force, c'est l'adaptation. Ça, on le Voilà. dit pas assez, mais Oui. c'est vraiment une force. On avait aussi parlé du lab échange virtuel, que vous Oui, avez mis en place, oui. sur, par exemple, comment conserver le bien-être de l'équipe, développer ses compétences pour collaborer, gérer, et cetera. Qu'est-ce que Il y en a un sur passer du nouveau normal à il y a eu des annonces qui ont été faites que les enfants vont retourner à l'école. Donc, ce passage, cette transformation qu'on va vivre dans les prochains mois, Geneviève va animer un lab échange là-dessus avec des gens pour discuter sur ce sujet. J'ai publié aussi un article cette semaine dans le Journal des Affaires sur le sujet. Et vraiment comment on va prendre ce virage-là, parce que pour beaucoup, beaucoup de gens, il y a des choses qui vont changer. Et qui ont changé pendant le confinement et qui vont continuer à changer après. Alors, comment on aborde ça? C'est ça, comment on aborde ça? Comment on fait face à ça? Et tous les enjeux qui vont venir aussi dans les prochaines semaines et prochains mois. ouais, c'est sûr.
Et quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez pouvoir, sortir, quand on sera plus en confinement? Est-ce que vous avez des idées? Heu, moi, personnellement, Ouais. je pense que je vais inviter mes amis à faire un party sur ma terrasse chez moi parce qu'il va faire beau et je vais dire: «Bon, on peut pas se faire de bisous, on peut pas se faire de câlins, mais on peut quand même se faire un barbecue et fêter tout le monde ensemble». Ouais. Parce que ça commence vraiment à nous manquer de voir, notre famille et nos amis et heu et moi, j'ai 2 petites filles, toutes petites filles de j'ai une grand-maman, j'ai une toute petite fille de 5 ans et l'autre de 2 ans. Alors ce que je quand je vais me dire: «Tu peux», ben, je vais vraiment leur faire un gros câlin parce que Mmh. c'est vraiment difficile de les Ouais. voir et de les tenir à distance, là. Puis celle de 2 ans, elle comprend pas, hein, fait qu'elle a dit: «Oh, Mmh. pourquoi tu veux pas me prendre?» ou «Pourquoi tu» elle voit pas encore la différence entre «tu veux pas» et «tu peux pas». Ouais. Donc voilà, moi personnellement, ça va être ça et puis bon, je pense que le contact des gens, manque beaucoup. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et comment vous voyez le retour au bureau? Qu'est-ce qui va changer selon vous? Je peux pas savoir qu'est-ce qui va changer selon moi. Probablement qu'il y a une partie de télétravail qui va rester. Mmh. Une partie de télétravail, peut-être un mix de télétravail et de travail au bureau. Ça, j'entrevois ça. Et nous, en ce moment, quelqu'un qui est en train de décorer nos bureaux. Ah. Pour que quand le retour sera fait, qu'on ait un tout nouveau look, de bureau et on nous mette sur Slack des photos, de petits morceaux pour nous donner un teaser. Mais, Mmh. physiquement, on aura un bureau, tout redécoré à notre retour. Ah, ça donne envie de Ou au revenir. retour de ceux qui vont Mmh. retourner travailler au bureau. Et quelles nouvelles habitudes vous avez pris pendant le confinement que vous souhaiteriez garder par la suite, que ce soit personnel ou professionnel? Ben, au niveau professionnel, j'ai vraiment mis en place, des outils de gestion du temps. Parce que quand on est à la maison, c'est facile, surtout que moi, j'ai été mis à pied, mais je continue à travailler, sur mes choses personnelles, travailler, pas pour l'entreprise, là, c'est facile de vaquer d'une occupation à l'autre et à la fin de la journée de dire: «Oh, j'ai pas accompli ce que je voulais faire». Mmh. Alors je me suis monté un système de gestion du temps pour mieux gérer mon temps et je me trouve ça super efficace. Puis gestion de mes courriels aussi. Ça, c'est des habitudes que je vais garder. Je prends mes courriels maintenant juste 3 fois par jour, au lieu de les prendre au fil de la journée. Puis, c'est vraiment très efficace. Donc, ça, c'est gestion du temps, gestion des courriels. Ça prend beaucoup, beaucoup moins d'espace dans mon espace journée, là, dans mon temps journée. Puis médias sociaux aussi, j'ai géré ça parce qu'au début, c'était tentant d'aller voir les nouvelles un peu partout et tout. Et là, j'ai mis ça dans des cases horaires, là, comme mes courriels, comme Ouais. alors et puis le restant de la journée, ben, sur des trucs sur lesquels j'ai à travailler, mes projets, tout ça. C'est assez efficace. Alors je me dis: «Si j'arrive à garder ça, dans le contexte de travail et à convaincre à tout le monde que je vais prendre, ces messages-là de façon très efficace, mais à des moments bien précis dans la journée. Donc ramassez vos questions et et envoyez-les-moi à 8h30 ou 11h ou 3h. Et puis aussi, j'ai mis, plusieurs séances de yoga par semaine dans mon horaire, donc courtes, mais très bénéfiques. Mmh. Fait que mais c'est ça en gros, il y a j'ai les premières semaines, c'était très déstabilisant, toute cette situation, mais là, franchement, physiquement, moi, je me retrouve très, très, très en forme et très calme. Donc essayer de garder ce calme-là, sans, sans l'inquiétude,
qui tournent autour de nous en ce moment. Là. Oui. Mais de garder ce calme-là par les actions que j'ai prises, là, de gérer le temps. Mieux gérer mon temps. Simon Saint-Germain, de chez Pixmob. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous serez plus en confinement? Moi, personnellement, ou l'entreprise? Non, oui, vous personnellement. C'est une excellente question, en fait. Je pense que ça va être 5 à 7 ou souper à la maison, là, avec petit groupe d'amis avec une certaine distance, là. Mais ou sinon 5 à 7 dans la cour à l'arrière, chez moi, dans la ruelle, avec des amis. Je pense que ça va être vraiment ça. Personnellement, c'est la partie qui me manque le plus, là, voir des gens, puis parler avec des gens, puis boire quelques bouteilles de vin avec des gens. Mais oui, je pense que ça va surtout être ça. Comment vous voyez le retour au travail au bureau? Qu'est-ce qui va changer selon vous? Je sais pas quand vous Pour l'instant, ça reste encore un gros point d'interrogation. Et j'ai personnellement, et je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi dans l'entreprise qui ont pris le choix aussi de ne pas trop se poser de questions par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que il y a une partie, comme j'expliquais au début, il y a une partie déjà qui est au bureau et qui va le rester. Ceux qui vont retourner, j'ai l'impression que ça va aller vraiment à plus tard. J'ai l'impression que ça va aller plus au mois tu sais, parce qu'on parle d'un début de retour dans la région de Montréal aux alentours du 11 mai. Peut-être que ça va être repoussé un petit peu. Donc, moi, j'imagine que ça va se faire au mois de juin, peut-être. Donc, entre maintenant et le mois de juin, on va pratiquer un petit peu le vivre et laisser vivre. Là. Oui, c'est ça. Un peu au jour le jour. Exact. Quelles nouvelles habitudes vous avez prises pendant le confinement et que vous souhaiteriez garder par la suite, que ce soit personnel ou professionnel? Je pense qu'on a pris des bonnes habitudes de télétravail. C'est-à-dire que des fois, le télétravail par le passé, c'était pas nécessairement toujours bien vu à l'interne chez nous. Je pense que maintenant, on y voit quand même un bénéfice et on y voit que ça se peut effectivement. Donc, je pense que d'avoir des bonnes habitudes de télétravail qui nous permettent d'être plus efficaces, de pouvoir rester à la maison, concentrer, s'occuper de différentes choses en même temps, je pense que ça, c'est vraiment important. Sinon, personnellement, moi, j'essaie de sortir au moins, d'aller prendre une marche au moins. Sinon, jogging. Ce matin, ça a été jogging. Demain, ça sera marche. Mais au moins une fois par jour. Ça permet de rester un petit peu allumé, mais je pense qu'on va essayer de garder ça aussi. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de solidarité, de résilience et du fait qu'on encourage la consommation locale, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de tout ça après le confinement, après la période de crise? J'espère que ça va rester. Personnellement, j'essaie énormément d'encourager, par exemple, les restaurants dans mon quartier qui offrent des services de livraison d'épicerie, etc. Mon Dieu, j'ai presque le goût de faire une shameless plug, de parler du Moccione, qui est un petit restaurant italien à côté de chez moi que j'aime vraiment beaucoup, que j'essaie d'encourager. J'espère que ça va rester. J'ai l'impression que l'expression en anglais old habits die hard et je trouve qu'il reste à être prouvé négativement. Là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens vont sans doute retrouver rapidement des vieux réflexes. Mais j'espère que ça va avoir initié quelque chose là, par rapport à la consommation locale. Oui, on espère que ça va rester. Ouais, mais je me croise les doigts, mais mon instinct, peut-être un peu pessimiste, mais mon instinct me dit que les gens vont rapidement retourner chez Costco, puis chez Walmart, puis etc., ouais, etc. C'est un peu le risque, oui. Oui, exactement. Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania. Et justement, on avait parlé déjà du fait que ça avait donné un engouement aux gens pour l'achat local, pour la solidarité, je trouve, qui s'est quand même pas mal montré à Montréal, au Québec et dans d'autres territoires. Qu'est-ce que tu penses qu'il va en rester de ça? Et je pense que on se l'est tous matraqué, cette espèce de désir d'encourager d'abord les entrepreneurs d'ici,
est-ce que ça va rester? J'espère. J'ose croire que cette sensibilité-là est pas temporaire. Mais après, c'est comme tout, hein. Si les gens manquent d'argent, puis le produit chinois est moins cher que le produit québécois, ben ce sera pas des choix d'éthique, ça va être des choix de survie. Donc c'est pour ça que toute la partie de la remontée économique, la reprise économique, c'est vraiment le point d'interrogation qui pour moi est vraiment c'est ce qui va déterminer un peu notre façon de rebondir à travers tout ça, autant au plan humain que dans notre façon d'agir en société. C'est à quel point on va manquer d'argent, en fait. Et puis moi, c'est pas tant ma situation que celle des gens, justement, qui ont perdu leur boulot, qui vraiment sont dans une situation précaire. J'avoue que ça, moi, j'ai plein d'amis qui ont perdu leur emploi puis qui savent pas s'ils vont le retrouver. Donc, je suis très sensible à ça, là, puis je vais les aider si je peux, mais si tout va mal puis tout le monde manque d'argent, je t'avoue que je suis pas préparé à ça, là. Je me suis jamais Ouais. préparé à vivre ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je pense aussi au parce que j'ai envie de dire quand même encore, on est dans un pays, que ce soit le Canada ou moi qui suis française, mais on est dans des pays où on a quand même la chance d'avoir, des aides sociales, mais je pense aussi aux gens qui sont dans des pays et qui auront sûrement pas toutes ces Ben, possibilités, aux à États-Unis, leur entre autres. Mais même ici, tu sais, en ce ouais, moment, c'est certain qu'en ce moment, c'est pas l'hécatombe économique parce que le gouvernement Trudeau a tellement pompé de fric dans le mmh, système que temporairement, tout le monde a un peu d'oxygène, mais c'est vraiment à l'automne, ouais, j'ai l'impression, où là, quand les aides vont se retirer, puis là, honnêtement, il va y avoir une contraction d'économie énorme. Là, ça va être ouais, moi, je pense que le vrai choc va être plus à la rentrée, à mon avis. En ce moment, je pense que tout le monde va un peu surfer sur les aides, puis tout le monde va peut-être serrer la ceinture, mais le vrai choc économique, ça va être si on est encore semi-confiné en septembre. Je t'avoue que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, de restaurants, de salles de spectacle, d'entreprises autour de l'événementiel qui vont vraiment, vraiment en baver. Et là, ça va ouais, être une espèce ça va être un deuxième carambolage, là. Il y a eu le carambolage initial, puis là, il va y avoir le deuxième choc, là, qui est celui, justement, là, quand les entreprises au lieu de, vont pas fermer leurs portes temporairement, ils vont fermer leurs portes en permanence. Et là, ça va faire ouais. mal. Parce que là, les gens vont réaliser que c'est pas du chômage, c'est une perte d'emploi, là. Oui, c'est ça, c'est tous les secteurs qui sont liés au divertissement, au tourisme notamment, ils vont vraiment être touchés, je pense. Après, il y en aura C'est ça, plus. le voyage, l'événementiel, non, non, ça sera pas drôle. Mais vivement un vaccin, hein. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau virus qui apparaisse, mais bon, ça, on verra. Ouais, ben là, au moins, on aura vu c'est quoi. Je pense que Ouais. une grande partie du choc cette fois-ci, c'est qu'on s'était jamais imaginé pouvoir être confiné chez Mmh. soi. C'était pas quelque chose qu'on avait envisagé et pouvoir vivre une fois dans notre vie, là. Mais là, on a vu c'est quoi. Ouais, c'est ça, le la science-fiction devient réalité. Ouais. Beh, écoute, merci Philippe, pour toutes ces réponses. Est-ce que tu Ouais, aurais puis quelque chose à rajouter, ben oui, mais écoute, je t'invite à aller lire. On a publié aujourd'hui un article de notre journaliste Jasmine Legendre qui a répondu à l'appel du ministre Legault, qui, quand il a appelé et a dit on a besoin d'aide dans les CHSLD, ben elle a déposé sa candidature et puis s'est fait appeler à la mi-avril. Et puis elle est devenue bénévole pendant une semaine. On l'a fait vraiment dans le cadre de l'article, mais elle est allée bosser pour vrai, puis elle a vraiment fait le travail, mais elle a raconté son histoire de l'intérieur. Donc ça a été publié aujourd'hui. Puis c'est vraiment, j'en suis vraiment fier parce que je trouve, premièrement, Jasmine, c'est une fille toute jeune, c'est vraiment c'est son premier fait d'armes d'envergure de ce niveau-là. Et puis, je trouve que je trouve que c'est vraiment aligné avec notre rôle média de justement d'aller témoigner de l'intérieur, de pas seulement recueillir des témoignages, mais d'aller vivre l'expérience nous-mêmes, puis de raconter mmh, de première main ce qui s'est passé. Donc ça, tu vois, je suis vraiment fier, puis on va publier la deuxième partie demain. Puis il y a un autre truc assez génial qui est arrivé, c'est qu'on a fait un portrait d'un policier de la ville de Longueuil qui fait de l'intervention sociale, en fait, qui aide les sans-abri, les personnes en difficulté. Et puis dans la vidéo, on le voyait justement aller aider un sans-abri qui dort près de l'église, puis aller juste prendre ses nouvelles, voir comment il va. Après ça, il approche une femme qui est un peu désemparée parce qu'elle n'arrive pas à avoir sa prescription de pharmacie, donc il appelle à la pharmacie pour elle, il dit je vais aller chercher vos médicaments, madame. Donc on a vraiment vu en pleine action un policier qui fait des bonnes actions puis qui travaille pour le bien commun, qui est rarement l'image qu'on projette des policiers.
Et ce policier a rappelé Hugo Meunier, notre journaliste, 2-3 jours après, quand toute la vidéo, elle fait quand même, on a eu 300-400 000 views sur cette vidéo. Et il a rappelé Hugo pour lui dire que dans les dernières semaines ou les derniers mois, il s'est posé beaucoup de questions justement sur pourquoi il faisait le métier qu'il fait, tout ça. Et il s'est dit, quand j'ai vu la vidéo, j'ai réalisé, en fait, vous avez comme placé tout dans mon esprit. Il dit, c'est pour ça que je fais mon métier. Et puis, il disait même que sa femme, qui a vu qu'il y avait des jeunes femmes de 30 ans qui venaient commenter pour dire combien il était extraordinaire, que même pour sa femme, qui est devenue un peu jalouse et qui a réalisé qu'en fait, elle était chanceuse de l'avoir dans sa vie. Bref, on a la vidéo qu'on a faite de lui a vraiment l'a fait sentir bien, l'a mis en valeur, puis lui a donné, il a cristallisé dans son esprit son rôle sur Terre. Donc, je t'avoue que ça, c'est vraiment le genre de truc qui me donne des frissons, puis qui incarne exactement notre slogan de rendre l'ordinaire extraordinaire. Puis pour moi, c'est comme la récompense. C'est des petits témoignages qu'on a des personnages qu'on met en valeur, mais pour nous, ça c'est la vraie paye. Là. Ça c'est vraiment gratifiant d'avoir ces retours-là de nos protagonistes. Ouais, c'est vraiment ça donne des frissons, ton histoire aussi, je trouve. Non, mais écoute, c'est incroyable. Quand il nous a rappelé, en plus, il nous a rappelé le soir, donc on s'est dit, ah, ça y est, il y a un problème, il y a quelqu'un qu'on avait oublié de flouter dans la vidéo qui a porté plainte, et non, c'était le contraire, c'était pour nous jeter des fleurs sans arrêt, donc non, ça a vraiment fait plaisir. OK, bah, écoute, c'est super de terminer comme ça par une anecdote positive, mais qui est pas vraiment une anecdote finalement. Non, c'est plus profond qu'une anecdote, je pense. Ouais, c'est ça. C'est proche de notre raison d'être, ça confirme notre raison d'être. Donc comme quoi on en retire toujours du positif, Ben voilà, exact. Bah, en tout cas, merci beaucoup, pour ton intervention dans les 3 épisodes. Merci à toi, merci de faire ça, c'est super, c'est génial. Il faut garder, je trouve que c'est bien d'avoir des témoignages à chaud de tout ce qui se passe, des témoignages de l'intérieur. Parce qu'une fois que ça va être fini, j'ai l'impression que tu sais, déjà, là, moi je m'aperçois que le contenu COVID, tout ça, là, on approche la saturation, mais je pense que c'est bien de recueillir des témoignages de gens à chaud comme tu fais, là, c'est vraiment ça va être une belle archive pour nos petits-enfants. Oui, c'est ça, un bon souvenir de ce qui s'est passé. Exact, une capsule temporelle pour dans 50, 100 ans, là. Ouais, exact. Marie-Claude Gervais de iLuxi. On a beaucoup parlé de solidarité, de résilience et surtout de favoriser, les entreprises locales, et Oui. cetera. En ce moment, on voit qu'il y a eu vraiment une prise de conscience, mais qu'est-ce que vous pensez qui va rester de tout ça? Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Comment vous voyez, Moi, l'avenir? j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. J'espère aussi la consommation locale des produits locaux, mais aussi cette sensibilisation à faire attention à ce qu'on jette, le gaspillage alimentaire, la surconsommation de produits qui sont à usage presque unique, qu'on met Chez nous, il y a une grosse... On a fait attention à notre budget, puis on a fait attention à un tas de trucs pendant ces dernières semaines, et on s'est dit vraiment, c'était une prise de conscience sur faire oui, consommer local, mais aussi faire très, très attention au gaspillage alimentaire, puis à la surconsommation, à la consommation de produits jetables. Et penser vraiment avant de faire un achat sur Amazon. Y a-t-il un commerce dans mon coin qui peut me donner le même produit ou le même service? Oui. Et parce que on sait qu'après cette crise, il y a sûrement beaucoup de commerces qui vont devoir fermer. Et ça, c'est triste, parce que la vie d'un quartier, c'est aussi ses commerçants. Oui, c'est sûr. Donc, on se rend compte surtout que pendant cette période, c'est plus pratique d'acheter local parce qu'il y a plus de ressources, localement qui viennent, du bout du monde. Parce que, évidemment avec les transports et cetera, des fois c'est plus difficile. Exactement. Et je pense que ça a été une belle période puisqu'on a eu moins de produits qui sont venus de l'extérieur, de d'autres pays. Pour les gens qui sont moins familiers avec le commerce local, de revenir en quelque part vers ce qui se fait autour de chez eux et chez eux. Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais une grande consommatrice de produits locaux. Donc,
ça continue, ça fait partie de mes... Mais j'ai la chance de vivre à côté du marché Jean Talon, Oui, dans un quartier très dynamique où il y a plein de petits commerçants. Mais quand on vit dans d'autres quartiers ou à l'extérieur de Montréal, peut-être que c'est moins évident. c'est Mais sûr. quand même. Ouais, c'est sûr. Ben, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la fin de l'épisode? Non, ben en fait, moi, ce que j'aimerais qu'il reste, c'est qu'il y a beaucoup moins de voitures dans les rues. Les gens prennent moins leur voiture parce que ça, je pense que ce serait vraiment une sensibilisation à faire quand les gens vont retourner au travail, de trouver des solutions pour moins utiliser la voiture. Et comme certaines personnes qui n'avaient jamais fait de télétravail se sont un peu habituées pendant cette période. Et moi, j'entends beaucoup autour de moi, « Ah, j'avais jamais fait de télétravail, mais finalement, au début, je trouvais ça difficile. » Bien, au final, j'aime ça. Peut-être d'avoir que les employeurs acceptent un mix des deux, justement pour diminuer tout ce trafic, toute cette voiture le matin, qui souvent, il y a juste une personne dans la voiture. Mmh. Parce qu'en ce moment, l'air à Montréal, c'est vraiment différent, là. Oui, On c'est se sûr. lève le matin chez nous, puis ça sent la campagne, c'est vraiment le fun. Ouais. On sent que l'air est beaucoup, beaucoup mieux, puis donc, il va sûrement y avoir des choses qui vont changer pour le mieux. Ouais, c'est sûr. On va se rendre compte que finalement, on a pu s'adapter très vite et que c'était pas si compliqué que ça, donc on peut changer beaucoup Oui, de choses. oui, oui. Tu sais, ça fait quoi, 6 semaines? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Tu sais, je regarde un peu sur des fils, des gens qui soudainement ont dit, « Ah tiens, je vais essayer de faire pousser des légumes, je vais essayer de faire Mmh. ci, je vais essayer de faire ça. » Juste les masques, les gens ont commencé à essayer de commander des masques. Ah, c'est rupture de stock partout. Ils ont dit, « Ah ben tiens, je vais me faire un masque. » Mmh. Tu sais, de retourner à des choses un peu des fois comme ça qui dit, « Ah ben tiens, j'ai fait mon masque, c'est satisfaisant. » C'est comme, Oui, OK, là, moi, je vais en faire un, là. c'est sûr. Je vais essayer d'en faire un. On Ouais, ben, verra. c'est sûr que ça donne envie de faire, puis on doit diversifier aussi la journée parce qu'on a du temps et on n'a pas forcément beaucoup plus de temps, mais on est dans un même espace, donc il faut diversifier les activités. Ça permet aussi de Oui, changer les habitudes de travail. Souvent, quand on travaille dans un espace comme un bureau, on reste assis au même endroit toute la journée, même dans les espaces à air ouverte. Tu sais, souvent, il va y avoir un petit coin salon dans le bureau tout ouvert ou un autre espace, mais les gens, en général, vont rester pas mal à leur bureau. mmh, Et prendre l'habitude là, de bouger, de changer de place, hein, oui, c'est très facile. Moi, c'est de mon amoureux, il s'est passé la chose inverse. Avant, lui, au travail, il se levait plus souvent. Il y avait des réunions où il sortait sur l'heure du dîner. Et là, lui, en ce moment, il est vraiment dans un rush. Puis, j'ai dit, « Mais c'est pas possible, tu bouges pas du bureau. ouais, Lève-toi, va prendre une marche, tu sais. » Ah, il aime pas ça, le travail à la maison, finalement. Lui, il aime pas ça, tu sais. Il dit, « Ah, je bouge, je suis toujours assis dans mon bureau, puis j'ai pas ces espèces ouais. d'espace-temps puis de déplacement pour me changer les idées puis faire des coupures, tu sais. » Oui, c'est ça et puis ne serait-ce que parler avec des collègues, pendant 2 minutes, aller les voir, enfin, c'est sûr que ça change beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Puis qu'ils ont des sujets de conversation, qu'ils se comprennent parce que moi, leur truc technique d'ingénieur, c'est comme pouf! Oui, c'est ça Pardon? aussi, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait de rester tout le temps devant un écran, quoi. On communique devant un écran, on travaille devant un écran, Oui, oui. c'est ça Là, en aussi. ce moment, les écrans, ça va prendre une pause, hein? Il y a quelque chose comme ça qui Ben, il y a toujours quelque chose de positif à mmh, tirer d'une situation quand on vient pas trop paralysé. Moi, c'est ma façon de vivre. À chaque fois qu'il arrive quelque chose qui peut sembler être une embûche ou vraiment un obstacle majeur, je me dis, « Bon, qu'est-ce qu'il y a à tirer de positif de ça? » oui, c'est ça. Après le premier choc, là, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de ça? Et souvent, ben, on est surpris. Ben, où est-ce que ça peut nous amener? Simon Saint-Germain, de chez Pixmob.
Qu'est-ce que vous en retirez aussi de la capacité d'adaptation de votre entourage, de vos collègues, ou de vous-même? Je trouve fascinant de voir, puis on l'a vu beaucoup, nous, dans l'entreprise, des gens s'adapter à des nouvelles jobs, des nouvelles réalités, de briser, entre guillemets, aussi des processus, des habitudes qu'on avait. Souvent, quand dans des entreprises, on entend souvent, on a toujours fait ça comme ça, on l'a toujours fait comme ça, fait que ben, dans ce cas-là, tout ça a été cassé relativement facilement. Et j'ai l'impression que face à la nécessité, on est en tant qu'humain, on est capable et on est willing de le faire, de casser ces habitudes ou ces mauvais moules-là, ou etc., etc. Ce que je souhaite que ça va avoir créé, c'est qu'on se garde la perspective de pouvoir faire ça en tout temps. On n'a pas besoin d'avoir une crise pour changer comment on travaille, comment on voit les choses, comment on changer une perspective. Il faut se donner l'effort et se donner le réflexe de le faire régulièrement. Et j'espère qu'on va se garder ça, mais c'est impressionnant de voir devant l'adversité comment on est capable de changer et s'adapter. Oui, c'est assez impressionnant en effet. Oui, vraiment. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Quelque chose qui vous a marqué Non, je pense pas. Je pense que c'est la dernière fois qu'on va se parler. Ben merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir posé ces questions-là. Puis j'espère que tout le monde va se sortir de cette crise-là. Je pense pas qu'on va s'en sortir en tant que tel. Je pense qu'elle va durer extrêmement longtemps et qu'on va devoir vivre avec. Et j'espère que dans cette adaptation à vivre avec ce virus-là, cette crise sanitaire-là, on va tous sortir grandis de tout ça, là. Oui, j'espère aussi, en effet. Vraiment. Qu'il va y avoir du positif malgré tout qui va sortir. Moi, j'en vois déjà. Je crois qu'il y a déjà du positif qui va en sortir, mais l'enjeu, c'est qu'il y a énormément de négatifs quand même qui en sort. Je regarde l'industrie dans laquelle on travaille normalement, l'événementiel, tous les artisans, tous les gens de production, tous ces gens-là se retrouvent sans emploi, et la réalité, c'est que ces emplois-là ne reviendront pas au mois de septembre, au mois d'octobre, ou ça va aller en janvier, février, puis encore là, on ne sait pas nécessairement quand est-ce que les spectacles, les événements vont recommencer. Donc, je veux dire, pour le Québec, c'est quand même un drame, là. On a qu'à penser à nous, au Cirque du Soleil, à Solotech, etc., qui sont des grandes entreprises. Ça va faire mal, mais je pense qu'effectivement, il y a du bon qui va en sortir. L'autre jour, je marchais dans la rue, ce matin, pendant mon jogging, pas de voiture. Presque pas de voiture dans les rues de Montréal. Étant un ancien propriétaire de voiture, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que ça va perdurer? Je ne le sais pas, mais est-ce que ça peut durer encore quelques semaines, mois? Je l'espère. Mais je pense qu'il va y avoir du bon qui va sortir de tout ça. Oui, les gens vont peut-être reconsidérer leur manière de vivre. Oui, exactement. Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'épicerie en voiture à tous les jours pour aller me chercher du steak? Puis peut-être pas. De revoir. Même moi, personnellement, j'ai revu comment je faisais mon épicerie, comment j'achetais mes trucs, etc., etc. Donc, je pense que j'espère que ça va rester. Cela étant dit, je pense que l'humain est une petite bête qui revient rapidement à ses habitudes, donc j'ai hâte de voir ça. Oui, exactement. On va voir ça. Merci beaucoup, Simon, pour toutes ces réponses. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt. Merci à Léa, Camille et Anaïs de m'avoir permis cette collaboration avec La Piscine. Cet épisode vous a plu ? Retrouvez le suivant la semaine prochaine avec de nouveaux entrepreneurs. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Ça me fait très plaisir.